Merci. C'est intitulé Drogue et conduite addictive, des enjeux de santé publique justifiant une réduction des risques. On va avoir 4 interventions qui vont parler de plusieurs choses. D'une part, Olive Riccobono, qui travaille à Oxapa Addiction France à Avignon et qui va nous parler des personnes consommatrices de substances psychoactives. Diversité des représentations. Donc, on va avoir effectivement une idée de qui sont les humains qui consomment. Parce que les humains qui consomment, c'est effectivement les gens dont on a parlé ce matin et qui sont toujours avec quand même du plaisir, toujours des choses intéressantes retrouvées dans les substances. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette vision. Ensuite, on va voir Michel Anthony, qui est médecin qui travaille au XAPA Cap 14, XAPA Ressources, donc qui est à Avignon aussi, qui va nous parler des dangers individuels et du coût social des substances psychoactives. Donc voilà, un autre versant de la vision des addictions. Et puis ensuite, on aura Marianne Poisson et Thomas Boudier qui vont nous parler de la réduction des risques. Alors la réduction des risques, c'est quelque chose qui est très en vogue et dont on a beaucoup parlé pendant très longtemps à propos de l'héroïne notamment et des injections, mais qui est maintenant diffusée sur toutes les addictions et qui est quand même un peu le principe quand même de base maintenant de l'accompagnement des personnes qui ont des soucis d'addiction, parce que il y a un moment où effectivement il faut être très terre à terre et que on a dit que effectivement les consommateurs c'était des gens qui pouvaient prendre du plaisir, c'était un choix pour beaucoup. C'était un choix et qui pouvait effectivement peut-être rentrer dans une manière de vivre et que c'était quelque chose qui était nécessaire pour qu'on puisse les aider à ne pas avoir de dégâts sanitaires, de dégâts psychologiques, d'avoir de la réduction des risques. Donc on va surtout s'axer sur les HSA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les HSA. Ça a été des salles de shoot au départ pour la vision de certains. Ça n'a jamais été la dénomination logique, mais c'est comme ça que ça avait été présenté par notamment les gens qui étaient contre cette idée. C'était les salles de consommation à moindre risque. Et puis, on aura aussi une présentation sur un programme qui s'appelle le programme ARLI, et qui sert aussi à de la réduction des risques. Et voilà. Et moi, je suis Michel Cadard, tout à fait. Et je suis donc médecin généraliste et médecin coordinateur d'Arca Sud, qui est une association de coordination régionale. Eh bien, Olive. Donc, on fait les 4 présentations et puis on aura après le moment de discussion. Merci. Oui, c'est bon, ça marche, on entend. Oui. Merci à tous et à toutes. Merci la LDH de nous proposer cette journée d'études. Alors, je ne vais pas parler des personnes, des personnes consommatrices en tant que telles, mais plutôt des représentations qui nous traversent tous et toutes. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai trouvé les interventions de ce matin passionnantes, parce que, en fait, on a tous et toutes des zones de cécité, des choses qu'on voit, des distorsions de la réalité. Et en tant que professionnel de santé, en fait, on a aussi nos propres représentations des usagers, usagères, patients, patientes, selon dans quelle structure on les reçoit. Et donc, parmi ces stéréotypes, puisqu'on a beaucoup parlé de stéréotypes ce matin, il y en a certains qu'on voit et qui nous traversent tous et toutes. Et je pense que c'est important aussi de se questionner sur qu'est-ce qu'une personne qui consomme, qu'est-ce qu'une personne addicte, et en quoi ça me renvoie à quelque chose de l'autre ou de moi-même. Alors, et j'aime bien, du coup, j'ai utilisé un petit
c'est la diapo d'après. Le bon, la brute et le truand. Parce qu'en fait, en effet, dans les stéréotypes, il peut y avoir le bon consommateur ou la bonne consommatrice, le sybarite qui va apprécier l'alcool. Et alors là, je féminise pas le terme parce que dès qu'on est une femme et qu'on consomme de l'alcool, déjà c'est un peu suspect. Il y a le golden boy, celui qui va être productif dans sa consommation. Donc ça, c'est le bon, c'est ce qu'on peut croiser et qu'on peut même apprécier. La brute, c'est la personne qui va être dépassée par ses consommations, qui va globalement se dégueniller, dégobiller, mal gérer. Et la brute, c'est aussi une des représentations qu'on peut apposer et qui peut nous traverser quand on est face à des personnes qui consomment. Et enfin, le truand. Alors, on en a parlé beaucoup ce matin. On n'a pas utilisé ce terme-là, bien évidemment. Mais le truand ou la truande, c'est celle qui va utiliser, on va dire, les produits et avoir, on va dire, les répercussions de ces consommations sur la vie sociale, avec le lien avec la justice, avec le lien avec les vols, les actes répréhensibles par la loi. Donc ça, c'est, on va dire, les représentations qui peuvent être, on va dire, nous traverser tous et toutes. Après, en tant que professionnel de santé, on a encore d'autres représentations qui se surajoutent. Et c'est la diapo d'après, c'est est-ce que la personne qui est consommatrice est une personne malade ? Ou est-ce que c'est une personne bien portante ? J'ai bien entendu ce matin, le droit à la consommation, c'est quelque chose qui jusqu'à présent, alors à un moment donné, on évoquait aussi le côté compatissant de la RDR, des XAPA, etc. Les bonnes dames patronesses qui s'occupent des malades, j'allais dire. En fait, voilà, ça fait partie de ce qui nous... de ce qui questionne sur quelles lunettes je mets quand je suis en rapport avec quelqu'un qui consomme. Et tout en sachant que globalement, si on peut faire entrer juste... il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'expérimentation de produits, une expérimentation, tu peux peut-être, voilà, expérimentation plaisir, et on le verra après sur les chiffres. Alors après, je ne sais pas si tu reviens dessus, toi, Michel, mais donc il y a l'expérimentation, une fois dans leur vie, qui va consommer les produits. Il y a l'usage régulier, voilà, et après, il y a aussi une partie minime de ces personnes qui vont développer un terrain, développer une addiction, une perte de contrôle de cette consommation. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire quand on parle de personnes qui consomment des substances psychoactives, c'est pas parler des personnes qui sont addictes, c'est parler de personnes qui consomment, c'est de parler de personnes qui ont un usage régulé. Et c'est pas parler que des personnes qui sont dépendantes ou addictes, si tu veux. Et là, j'ai repris du coup les chiffres. Alors ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait les chiffres de consommation, l'évolution des produits et des mœurs, j'allais dire. Ça, c'est le site de l'OFDT. Et vous voyez que globalement, en termes de substances illicites, on est sur des expérimentations qui sont beaucoup moindres que l'alcool, le tabac, et que voilà, et le cannabis, on a 21 millions de personnes qui consomment. Alors c'est des personnes qui ont de 17 à 75 ans, et c'est considéré comme, je crois, que 52 millions de personnes. Donc 21 millions d'expérimentateurs, expérimentatrices, et 900 000 usagers quotidiens. Donc, vraiment, ce schéma que vous trouvez sur le site de l'OFDT, ça montre qu'en fait, il y a vraiment une différence entre l'usage, l'expérimentation, l'usage et l'usage, entre guillemets, pathologique, si tant est qu'on puisse parler comme ça. La diapo suivante montre justement l'évolution. Je crois qu'on l'a dit très rapidement ce matin sur
la cocaïne, enfin en tout cas les illicites qui ont tendance à augmenter entre 2014 et 2023. Le cannabis, l'expérimentation augmente, mais l'usage finalement régulier est à peu près stable, mais l'expérimentation augmente. Quant au tabac et à l'alcool, ça a tendance à diminuer. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe aussi, ce qu'on disait ce matin sur la réduction de consommation des jeunes. Je ne sais pas si c'est un bon signe, parce qu'a priori, ils se rabattent sur quelque chose qui est plutôt du virtuel, des jeux, des réseaux sociaux, et un isolement qui n'est pas forcément très très bon signe pour la santé psychique. Voilà, donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur l'OFDT. Voilà. Le coût social, ça, par contre, je pense que tu vas revenir dessus. Donc, non, mais quand même, hein, puisque quand on a réfléchi à cette journée sur la politique des drogues, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'une drogue ? Et en fait, le tabac et l'alcool sont des drogues. Hein, du point de vue addictologique, ce sont des substances qui modifient le comportement et les perceptions psychiques. Ce sont des drogues. Et avant même qu'on évoque le côté pénalisation, dépénalisation, on a quand même 2 drogues qui sont légalisées et qui sont autrement j'allais dire coûteuses en termes de santé publique. Vous voyez, hein, le tabac, 156 milliards d'euros. Et l'alcool, 102 milliards d'euros de coûts. Alors, c'est ce qu'on appelle le coût social, qui compte à la fois les coûts de soins remboursés par l'État, mais aussi ceux qui sont payés par les personnes, mais aussi toutes comment il disait, la valeur des vies humaines perdues en termes de qualité. Voilà. Je ne sais pas comment c'est estimé véritablement, mais il y a tout ça qui rentre en jeu. Et on voit vraiment que les drogues illicites représentent quasiment 15 fois moins, si je ne m'abuse, que le tabac, par exemple. Bon. Et donc, à travers toutes ces représentations, le bon, la brute, le truand, le malade ou le bien portant, ou la malade et la bien portante, je me disais qu'en fait, c'est l'humanité qui est en jeu. Quand je fais des présentations à des professionnels de santé, j'aime beaucoup dire qu'en fait, on a tous et toutes dans le cerveau la structure qui est quelque part responsable de ça. Je te laisse... Alors ça, c'est le circuit de la récompense, parce qu'en effet, les substances psychoactives, mais comme beaucoup d'autres comportements, ont une activité, on va dire, pas d'emballement, parce qu'en fait, c'est pas un emballement, mais qui apporte, on cherche ce qui nous fait du bien. On cherche quelque chose qui nous fait du bien systématiquement. Hein, on parlait de droit à se droguer. On a le droit d'être bien, on a le droit. Et d'ailleurs, si on cherchait ce qui nous fait du mal, je crois que l'espèce humaine ne serait plus là aujourd'hui si on cherchait systématiquement ce qui nous fait du mal. On cherche à promouvoir des comportements qui nous font du bien. Et c'est ce circuit qui est en jeu et que nous tous et toutes ici dans la salle, nous avons. Et en fait, la base initiale, hein, c'est... je te laisse... Le plaisir. Hein. Quand on est médecin, en fait, on a rarement cette vision-là des consommateurs, consommatrices, mais quand on parle avec elles ou eux, clairement, il y a un plaisir à consommer, un plaisir, un soulagement à utiliser des produits. Et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit et de ne pas les voir que sous l'aspect des circuits neuronaux déréglés ou de la maladie. Il y a un outil conceptuel qu'on utilise régulièrement, qui est le cycle de lassitude, et qui va justement, moi je pense, qui permet justement de sortir de la partie vraiment pathologique, médicale, pour réfléchir aussi à la RDR, à la vision sociale, hein, de l'usage des produits. Et en fait, donc, l'événement, on est tous et toutes traversés par des événements perturbants. Ces événements de vie perturbants, et on va dire qu'il peut y en avoir, on va dire beaucoup, je te laisse appuyer, génèrent des émotions
tu peux appuyer en fait régulièrement, vas-y. Des émotions désagréables. Et ces émotions désagréables, ou ces sensations désagréables, en fait, on cherche à sortir de ces émotions désagréables. Et vas-y. Je ne sais pas si on le voit bien, mais donc voilà, il y a recherche de solutions. Et cette recherche de solutions, ben, elle est là pour soulager quelque chose. Et vas-y. Et globalement, l'usage de substances ou l'usage de certains types de comportements, ben ça marche. Clairement, ça marche pour... Je te laisse continuer. Ouais, encore. Donc c'est efficace. L'apaisement qu'apportent les substances ou qu'apportent certains comportements est hyper efficace. Mais malheureusement, il y a des effets non recherchés. Hein. C'est pour ça qu'on parle de cycle de la solution problématique. C'est que l'usage de substances ou l'usage de certains comportements est une solution à un déséquilibre et à un mal-être. Mais c'est une solution problématique parce qu'elle va amener des problèmes. Alors, est-ce que c'est la substance qui va amener les problèmes ou est-ce que c'est le regard de la société sur la substance qui va amener les problèmes ? Est-ce que c'est... voilà, en effet, il peut y avoir du manque et il y a des substances qui génèrent du manque physique et du manque physiologique, on est d'accord. Mais la perte d'estime de soi, la stigmatisation, les problèmes judiciaires qui sont corrélés à ces consommations, ben en fait, ce sont elles qui vont générer le cycle et aggraver la situation. Je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Donc, et en fait, voilà, c'est ça. Ce cycle de la suétude, hein, vraiment, il prend en compte les événements de vie perturbants qui sont le contexte social, le contexte financier, le contexte politique dans lequel on vit. Et plus le contexte politique et plus le contexte social sera perturbé et sera stigmatisant, défavorisant, il va générer forcément de la difficulté pour les plus faibles, pour les plus fragiles, mais aussi pour tout un chacun. Et en effet, le côté judiciaire, en fait, génère ce cycle. La pratique en addictologie, hein, c'est vraiment d'agir là-dessus de manière... voilà, de manière un peu conjointe, c'est rechercher des solutions alternatives. En fait, on cherche à ce que les gens s'apaisent, hein, clairement. Alors nous, en tant que médecin, on va pouvoir agir sur le plan peut-être médical, sur certaines compétences. Après, s'il y avait un meilleur environnement politique et économique, ça serait encore mieux, parce que ça éviterait de rentrer dans le cycle. On peut gérer, alors dans les centres d'addicto dans lesquels je travaille, on gère aussi... Si tu veux, vas-y, tu peux cliquer aussi. Voilà. Sur les émotions avec de la psycho, vas-y, clique. La RDR, on va en parler après. Et la recherche de solutions, c'est les accompagnements psycho-éducatifs. Pardon, 5 minutes, ça va, c'est parfait. Et donc, la RDR1, alors, réduction des risques. Réduction des risques, c'est ça, hein, c'est ça que vous demandiez ce que ça voulait dire. Voilà, pardon. Donc la réduction des risques, mais je pense qu'on va en parler beaucoup plus après, c'est finalement garder l'apaisement, garder la consommation, mais éviter les risques qui y sont associés. Vas-y. Oui, encore une fois, sur la... Voilà. Et alors, il y a la partie vraiment très médicale, médico-médicale, avec l'accès au traitement, l'utilisation de matériel stérile pour les injections ou pour les sniffs, les lieux propices et sécures pour utiliser ces produits, hein, pour éviter de se mettre en danger, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Et pourquoi pas aussi l'analyse de produits pour être certain et certaine de la qualité du produit qu'on emploie. Au centre de tout ça, il y a quand même en rouge l'usager, l'usagère, la personne qui va consommer, qui est, elle, on va dire, dans la connaissance de ce qui va l'aider et des risques qu'il ou elle veut modifier sur son comportement. Et sur la diapo d'après, donc ça c'est le côté très médical, et la diapo d'après c'est vraiment ce qui, je pense, intéresse, et enfin ce que j'ai entendu moi de ce matin sur la réflexion sur la politique des drogues, c'est finalement comment on peut faire un monde meilleur où il y ait moins de perte d'estime de soi, moins de problèmes de justice, parce qu'en fait tous ces facteurs-là,
La précarisation des gens, l'isolement des gens, la judiciarisation des usagers, des consommateurs, consommatrices. En fait, ce sont des facteurs qui peuvent partir d'une simple expérimentation ou d'un usage à quelque chose qui se pérennise et qui resserre la personne et qui la maintient dans un état de dépendance aux produits, dépendance financière. On a parlé de ça tout à l'heure. J'ai mis une phrase d'un psychiatre qui est un des pères de la réduction des risques, qui disait justement que l'impact en fait de la connaissance des drogues, c'est pas simplement de la biochimie, ce sont en fait les attentes individuelles, les états psychologiques et surtout le milieu social et surtout les conditions de consommation sociale qui produisent l'addiction, le comportement addictif. Je suis dans les temps. Voilà. Et donc, je vous remercie. Eh bien, merci, Olive. Voilà, on retient quand même qu'il y a du plaisir, on retient qu'il y a du choix aussi, et on retient qu'il y a beaucoup de gens qui consomment des produits psychoactifs, l'alcool et le tabac étant depuis que ça a été intégré dans les drogues avec les autres, ce qui est une chose qui a été pas du tout évidente à faire, mais qui a été fait il y a quelques dizaines d'années maintenant. Mais du coup, c'est sûr que dans les centres de soins, on ne reçoit que des gens pour qui ça pose problème. Et comme le disait Fabrice, il y a plein de monde qui consomme d'une manière agréable, pour le plaisir, par choix, et pour qui tout se passe très bien. Donc ce n'est pas le produit qui est problématique, c'est la manière dont les gens le vivent, c'est la conjonction d'une personnalité, d'un moment et d'un état de fait et d'un produit. Voilà. Michel, à toi. Oui, alors dans le milieu médico-social qui s'occupe des pathologies addictives, on n'aime pas utiliser le terme de drogue parce que d'abord c'est très vague, deuxièmement c'est très connoté, stigmatisant, voire même méprisant. On préfère parler de substances psychoactives ou de produits. Ces substances qui existent depuis l'aube de l'humanité, on le sait, à la fois pour une volonté sacrée de transcendance, une volonté de fusionner le corps social, qui se réunissait autour d'une substance, ou à visée thérapeutique. Puis on sait aussi que ces substances, elles ont des actions différentes. On parle toujours des narcoleptiques, narcotrafic, narcotrafiquants. Ça n'est qu'une petite partie. La narcose, c'est-à-dire l'effet narcoleptique, c'est-à-dire qui endort, qui éloigne, qui apaise, qui facilite l'oubli. C'est une partie des substances. Ensuite, il y a celles qui vont exciter, doper, stimuler, comme la cocaïne, les amphétamines. Et puis il y a celles qui dissocient, qui perturbent la perception de la réalité, comme les substances hallucinogènes ou les substances hallucinogènes psychédéliques. Alors on sait que depuis 1971, par une convention de l'ONU, il y a un certain nombre de ces substances psychoactives qui ont été interdites. Interdites à la commercialisation, interdites à la fabrication, interdites à la vente. Ces substances sont interdites dans le but d'avoir un monde sans drogue. Donc, et ces substances, on en a parlé ce matin, on y a fait allusion et c'est tout à fait juste, c'est essentiellement des substances qui n'étaient pas occidentales. Il y a d'autres substances qui étaient plutôt utilisées dans la société occidentale, qui sont l'alcool et le tabac, qui, elles, sont considérées comme n'étant pas des drogues et comme des substances peut-être avec un petit risque, mais un risque acceptable. Alors, on est 50 ans après, 55 ans après, si on se réunit aujourd'hui, c'est que probablement, on se dit que ce but d'un monde sans drogue, bon, manifestement, c'est un échec, et que peut-être, quand c'est un échec, il faut se poser la question de savoir si l'objectif était bon. Et finalement, de se poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir un monde sans drogue ? Je peux avoir la suivante, s'il vous plaît ? Alors moi, j'aime bien cette phrase d'Aldous Huxley, qui est un penseur anglais qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui a travaillé sur les substances psychoactives, qui, dans un petit livre qui s'appelle « Les portes de la perception », paru en 1953, après un long passage où il parle des méfaits de l'alcool, des méfaits du tabac et des méfaits des opiacés, il dit quand même, il faut savoir qu'il est peu probable que l'humanité puisse un jour se passer des paradis artificiels, pour les raisons un peu que tu nous as dites, pour les raisons que l'humanité souffre, souffre du quotidien, donc a besoin d'apaiser cette douleur quotidienne, mais souffre aussi d'une espèce de vide existentiel, donc de savoir où on va, d'une espèce d'absurdité de la vie, et donc on a besoin de calmer ce vide, et puis que l'humanité a toujours aimé
explorer ce qu'ils ne connaissaient pas, et donc aller vers des mondes qu'elles ne connaissaient pas, et le monde des substances psychoactives en était une. Diapositive suivante, il y a une autre personne très marquante, on va dire plus actuelle, Nicole Maestracci, qui a dit un peu la même chose. Elle dit « Il n'y a pas de société sans drogue, et il n'y en aura jamais ». Alors Nicole Maestracci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une juge d'instruction, elle a été présidente de tribunal, elle a été présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, et elle a fini au Conseil constitutionnel. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui pense, qui juridiquement, qui sur le sens des réalités, a une vision qu'on peut sentir concrète et crédible. Eh bien, elle le dit, on lui a beaucoup reproché, mais elle a assumé, et elle dit il va falloir éviter, trouver des réponses pour éviter les consommations dangereuses et réduire les situations de risque. Diapositive suivante. Alors pendant très longtemps, on a pensé que finalement, tout ce qui était étiqueté comme substance interdite, c'est-à-dire qu'on regroupait sous le nom de drogue, c'est ce qui était le mal, on va dire, ce qui était très dangereux, et puis donc ce qui était d'usage courant était admis malgré un risque acceptable. Alors on savait très bien dans le monde médical, on savait dans le monde épidémiologique, et puis parfois les gens le savaient aussi parce que dans leur famille il y avait plus souvent des cancers du poumon ou des cirrhoses du foie que des overdoses d'héroïne. Ils savaient très bien que les autres substances avaient des risques. Mais là où on a une date un peu butoir, c'est cette étude qui est parue en 2010 dans le Lancet, donc une très grande revue médicale, où une équipe d'épidémiologistes, avec David Nutt qui la dirige, a publié cette étude en prenant 20 substances psychoactives qui étaient disponibles, et a pris 16 critères selon qu'il y avait des nuisances pour soi-même, pour le consommateur, ou des nuisances pour autrui. Alors le schéma initial, il est là-haut, avec plein de petits carreaux là, de toutes les couleurs. Il est résumé là, avec ce qui est en bleu clair, c'est la nuisance à ceux qui consomment, et en bleu foncé, les nuisances à autrui. Et on voit un trio de tête avec 2 substances interdites, le crack et l'héroïne, mais on voit surtout que ce qui vient en avant, c'est l'alcool, avec un poids extrêmement important, en particulier pour les nuisances pour autrui, donc pour la société. Et puis viennent derrière, alors on voit peut-être pas très bien, il y a le cannabis, et puis il y a le tabac, et puis on va trouver un médicament qui est extrêmement prescrit en France, une classe de médicaments qui sont les benzodiazépines, parce que là aussi, il peut y avoir des dégâts pour soi-même, en particulier des chutes, mais pour autrui aussi. Et puis on va continuer à descendre, on va voir le cannabis, puis les substances hallucinogènes. Et donc on voit qu'il y a un refondement de la manière de penser le danger des drogues en se disant, non pas est-ce que c'est licite ou pas licite, est-ce que c'est légal ou pas légal, mais est-ce que c'est nuisible pour celui qui le consomme et est-ce que ça a un coût ou un prix pour la société? Diapositive suivante. Alors il y a eu d'autres études, il peut y avoir des petites modifications selon le poids qu'on donne aux différents paramètres, selon ce qu'on cherche, selon les sociétés, mais sur cette autre étude, par exemple, on retrouve en haut le trio de tête, héroïne, alcool, crack, et puis plus en bas, le cannabis, les champignons hallucinogènes, ecstasy, etc. Qu'est-ce qu'on a en France comme données très actuelles? Je crois que la diapositive suivante, c'est... alors non, voilà, celle-là, on peut passer assez rapidement, si ce n'est que... revenez juste une petite seconde sur la précédente. Sur le poids de la cocaïne, j'avais fait ce... revenir en arrière, pardon. Oui, donc la suivante, voilà, la suivante maintenant. Le poids de la cocaïne. J'avais fait cette présentation il y a 2 ans, et j'avais une vieille diapositive où il y avait 2,1 millions d'utilisateurs qui avaient expérimenté une fois la cocaïne. Et là, maintenant, on est à 3,7 millions. Et je suis revenu un peu en arrière, et en 2017, c'était 1,7 million. Donc c'est pour dire l'importance du poids de la cocaïne en moins de 10 ans, qui a plus que doublé. Donc c'est vraiment un facteur qu'il faut qu'on prenne en compte, et on verra sa démocratisation. Diapositive suivante. Donc là, vraiment. Donc moi, j'ai osé le tableau, ce fameux tableau coût-société, qui a été présenté en 2023 sur des données qui avaient été réunies sur l'année 2019. Donc on a vu le coût financier, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est le nombre de décès. Donc 41 000, je crois que tu l'as dit. 41 000 décès par l'alcool, c'est un peu moins que 5 ans auparavant, il y avait 45 000. 73 par le tabac, c'est un peu moins que ce qu'il y avait auparavant, je crois que c'était 78 000. Et 1230 par les drogues illicites. Alors on entend beaucoup parler des drogues illicites, et puis finalement, on dit que sur la mortalité, le coût comparé est quand même extrêmement relatif, quoi. Donc c'est à prendre en compte. Il peut y avoir des dégâts autres, mais en tant que médecin, la mortalité, c'est un facteur important. On peut regarder un autre facteur qui intervient. Alors, de manière un peu cynique, il y a eu les économies sur les retraites. C'est sûr que si on meurt, on ne touche pas les retraites, donc ça fait des économies pour la société. Mais en fait, ça a tout été pris en compte. Sur les taxations, et on voit que, par exemple, c'est sûr que quand les drogues sont illicites, il n'y a pas de taxes qui sont perçues. Donc c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. On voit beaucoup de taxes pour le tabac. On sent bien que pour l'alcool, il y a une sous-taxation. On le sait, les lobbies viticoles sont extrêmement importants. Et je dis pas ça, je ne suis pas un ayatollah de l'abstinence, je dirais que c'est ma substance psychoactive, pour tout dire, mais on sent bien
Non, mais chacun doit se poser la question, voilà. Et donc, je le dis. Mais on voit qu'il y a une sous-taxation de l'alcool qui est le fruit de notre société et du poids des lobbies viticoles. Et puis, je crois que voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et oui, il y a une dernière ligne qui est importante, c'est le poids de la prévention, répression et dépenses sociales. Alors, on voit que c'est environ 700 millions, quand même sur 102 milliards, ou 700 millions sur 150 milliards, ça c'est essentiellement de la prévention pour le tabac et l'alcool. Et puis, on voit que pour les drogues illicites, c'est 1,3 milliard, donc c'est assez important, c'est 17% du poids pour la société. Mais c'est essentiellement de la répression, parce que je connais peu de prévention dans le domaine des substances illicites, enfin, si vous êtes d'accord avec moi. Diapositive suivante. Pour revenir sur cette mortalité, on peut la croiser avec une autre donnée qui est celle de centres d'addictovigilance, alors qui ne sont pas exhaustifs, ça ne couvre pas la totalité de l'Hexagone, ça ne prend pas en compte les maladies chroniques induites, je ne sais pas, par exemple les cancers du foie sur hépatite, mais néanmoins, ça permet de suivre depuis 2002 le nombre de décès qui sont survenus, et on voit qu'on est à 700 décès. Donc on recoupe un peu cette donnée de 1200 décès. Donc on est autour du millier, 1500 peut-être, avec un poids de la cocaïne qui augmente alors que l'héroïne baisse. Ça, c'est le fait que le marché de l'héroïne est en baisse. Donc le poids de la cocaïne dans les décès augmente, mais on voit des chiffres qui sont quand même à peu près stables. On voit aussi que c'est surtout des hommes jeunes, enfin de moins de 40 ans, voilà, et un bon contrôle des opioïdes licites. On a toujours peur un peu de cette crise qu'il y a eu aux États-Unis. Ben, on voit que c'est quand même bien contrôlé par le système de réglementation et de fourniture en France. On voit qu'en France, on n'est pas dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'en réjouisse, il faut rester extrêmement vigilant, mais on n'est pas aux États-Unis, c'est 80 000 morts par an ou 100 000 morts par an. Diapositive suivante. Alors je me suis intéressé ensuite à la notion d'addiction et inégalité sociale. Parce que nous, quand on travaille en XAPA, en CARUD, on voit souvent, en plus dans un XAPA qui est, on dit, à bas seuil d'exigence, on voit souvent des patients qui arrivent et qui sont effectivement dans la précarité. Et c'est sûr, ils ont le droit de venir avec leur chien, leur sac à dos, leur tente, avec des horaires un peu souples. Mais est-ce que c'est le vrai reflet de la réalité? Alors, plutôt qu'addiction et inégalité sociale, j'aurais préféré qu'on parle, qui est le titre qu'on trouve toujours dans les études, j'aurais préféré qu'on parle d'usage, troubles de l'usage et disparité sociale, parce que c'est extrêmement complexe quand on étudie les études. Grande complexité d'abord de savoir quelle est la cause et la conséquence. Les gens peuvent être dans la précarité à cause de l'utilisation de substances psychoactives, mais peuvent être aussi utiliser les substances psychoactives parce que la précarité c'est difficile, parce qu'ils sont exploités sur le plan professionnel, parce que les conditions de vie sont précaires, et on utilise des substances pour oublier un peu tout ça. Toutes les études le disent. Alors, les études, elles étudient que 3 produits, l'alcool, le tabac et le cannabis. Sur le reste, on n'arrive pas à avoir données parce que les groupes sont insuffisants et parfois ils sont cachés. Il faut savoir qu'il y a des groupes qui sont faciles à... Si vous venez en CARUD, vous verrez une énorme surreprésentation de la précarité. Mais le milieu, par exemple, du chemsex, on n'a aucune idée. Vous allez dans les milieux peut-être mondains, ceux-là, on n'y accède jamais par les études. Donc toutes ces études devraient étudier l'âge, le sexe, le produit, les modes de consommation. Le sexe, par exemple, on sait que les femmes de milieux élevés, surdiplômées et aisées, sont la catégorie chez les femmes qui boit le plus, qui a une consommation d'alcool qui est la plus élevée par rapport aux autres groupes sociaux. On sait que, par exemple, les étudiants qui font des études et de milieux aisés ont plus expérimenté le cannabis, mais ils en consomment moins. À l'inverse, les jeunes de milieux plus populaires sont moins nombreux, mais consomment plus. Donc on voit qu'il y a des variations qui rendent des analyses extrêmement difficiles. Ce qu'on sait, c'est que la prévention est un obstacle à la prévention. La précarité, parce que c'est quand même un domaine qui me touche beaucoup, c'est un obstacle à la prévention. Quand on est dans la quête du jour, dans l'angoisse du jour, de la semaine, du mois, on ne se projette pas à des nombreuses années après. Il y a un autre facteur, c'est que souvent, j'ai vu dans une étude, cette remarque, c'est quand on est dans la précarité, finalement, la seule chose qu'on possède à nous, c'est notre corps. C'est le droit de disposer de notre corps. Et que finalement, on est un peu réticent à accepter les messages qui viennent d'ailleurs, qui vont nous enjoindre d'avoir certaines conduites. On a envie de dire, ben non, ça c'est moi qui décide. C'est le seul endroit où on peut décider quelque chose. Ça, on le voit très bien pour le tabac, par exemple. C'est un obstacle à l'hygiène, à l'accès aux soins, surtout quand l'accès à la médecine même générale ou spécialisée est difficile, ben quand on est dans une population précaire, on n'a pas les codes pour y accéder, c'est plus difficile d'aller sur Doctolib, de faire des dizaines de kilomètres pour aller voir un spécialiste, etc. Et on sait que l'espérance de vie est altérée. Et puis,
Alors c'est dommage parce que la diapositive est dessous. Précarité, addiction, ça se croise. Les deux risques sont conjoints. Moi, j'aime bien la métaphore de l'ornière. L'ornière, vous imaginez sur une route de montagne, là, on peut avoir un véhicule qui est un VTT, un 4x4 ou un camion, et puis le sol, c'est la personnalité de l'individu qui consomme. Soit ce sol est extrêmement solide, c'est quelqu'un qui a du répondant, qui est bien structuré mentalement, qui n'a pas de gros soucis psychiques, qui a un environnement familial, social, professionnel qui est stable, il peut passer avec un vélo, il peut passer avec un 4x4, il y aura peut-être des petits mouvements, mais ça tiendra le coup. À l'inverse, si la personnalité est fragile, si le sol est fragilisé, des troubles psychiques, du vécu, des traumatismes anciens, des violences sexuelles dans l'enfance, une précarité avec des conditions de vie qui sont très difficiles, eh ben, on va commencer à consommer et puis il va y avoir une petite ornière qui va se creuser et puis elle va se creuser de plus en plus et puis souvent dans ces conditions-là, on prend plus de produits et on va s'enfoncer et pour en sortir, il faudra qu'on ait beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'étayage et c'est tout le rôle de nos structures. Diapositive suivante. Alors je finirai peut-être par là, enfin j'en ai une ou deux autres, mais je me suis intéressé aux enjeux éthiques, parce que finalement, c'est ça aussi le coût social, c'est le coût des valeurs qu'on veut partager ensemble, dans notre société, du vivre ensemble. Et alors, on a dit, depuis ce matin, on parle du droit à la drogue, et il y a un avis du Conseil constitutionnel national d'éthique qui a été publié en 1994. Alors, c'est assez loin, mais c'est cet avis qui a permis, en particulier, il a participé à la mise sur le marché des traitements de substitution, de donner son accord. Donc, le Conseil constitutionnel d'éthique s'était auto-saisi de cette question. Il a après été saisi par le gouvernement pour des questions ponctuelles, mais là, il s'était auto-saisi. Et ses conclusions sont intéressantes, il me semble. Il dit qu'il faut séparer l'usage. Alors à ce moment-là, on disait l'abus. Maintenant, on dirait l'usage à risque, l'usage nocif, le trouble de l'usage. Il faut séparer le tort à soi-même et le tort à autrui, un peu comme dans l'étude de Notes. Et il dit qu'il n'y a aucune morale, on pourrait dire aucun système philosophique, aucun système religieux qui n'interdit de se faire du bien. Et aucune morale non plus. Alors c'est un peu plus compliqué. Se nuire à soi-même, ça ne relève pas de la loi, ça relève éventuellement de la médecine, de l'appel à la médecine. Et de nuire à autrui, par contre, ça c'est interdit. Et que finalement, un usage maîtrisé, c'est-à-dire une vertu de tempérance, c'est-à-dire une expérience ou une prise occasionnelle, qui permet de vivre, dont les inconvénients ne surpassent pas les avantages, est compatible avec une vie, qu'on pourrait dire une vie juste, une vie morale droite, une vie autorisée par la plupart des systèmes philosophiques. On pourrait parler de la dépendance. Et il conclut sur quelque chose où on n'attendrait pas le Conseil national d'éthique, qui est plutôt un conseil biomédical, sur la politique de prévention doit s'attaquer en priorité aux causes socio-économiques qui aggravent les risques de la toxicomanie. Diapositive suivante pour presque clore. Et on retrouve un peu les mêmes données dans cet avis du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui est paru en octobre 2023. Donc on voit où là aussi, il reprend des données qu'on dira tout à l'heure peut-être sur l'approche punitive est un échec, il faut respecter la dignité humaine, les droits humains, il faut soutenir les activités de réduction des risques, la dépénalisation bien conçue est un instrument puissant pour la protection des droits. Il finit lui aussi, alors là moi je ne vois pas la liste, mais qu'il faut lutter contre la précarité, l'insécurité et tout ce qui peut être discriminatoire. Voilà, donc j'en tiendrai là. Peut-être en conclusion, la dernière diapositive, si tu me laisses une minute, ça va ? Allez, une dernière minute. Puisqu'on est là pour proposer, faire des propositions dans une diapositive suivante, s'il vous plaît, sur la politique des drogues. Alors, j'aime bien ces 4 piliers qui sont proposés dans certains pays. C'est premièrement la prévention. La prévention, je crois que c'est essentiel. Et la prévention, elle doit être adaptée, on l'a vu, à tous les très ciblés, tous les groupes sociaux. Moi, je ne sais pas faire de la prévention dans les lycées. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à gérer les risques et qu'on sache qu'est-ce qu'on choisit comme risque et puis aussi quel sens on donne à sa vie. Ça fait partie de ça aussi. Les drogues, c'est vraiment ça, c'est quelle réponse on donne au sens à sa vie. Le soin des personnes dépendantes, on sait faire, on a les moyens. Je crois que je partage qu'il y a un maillage qui est satisfaisant, même si on manque de moyens humains, mais ce n'est pas pire que d'autres domaines de la médecine. On est un peu en carence, c'est vrai, mais enfin, on sait faire. La réduction des risques des consommateurs, on le verra, et la répression des trafics, parce que finalement, ceux qui en pâtissent le plus, moi je le vois quand on travaille, c'est ceux qui vivent dans les cités, qui soient usagers, mais même qui travaillent avec nous. Et quand il y avait des fusillades sur la rocade, moi, il y avait des gens qui travaillaient avec moi qui me disaient « mais moi j'ai peur quand je rentre le soir de traverser le boulevard pendant quelques jours ». Et donc je crois que cette répression des trafics, nous, on n'est pas des bisounours, on est aussi pour que ça soit contrôlé et qu'il n'y ait pas d'abus sur les personnes consommatrices, mais aussi pour ceux qui les entourent. Michel, merci. Merci beaucoup.
pour cet éclairage. Et donc, on va continuer avec donc une petite session donc, sur la réduction des risques. Donc, vous avez bien compris que c'était quelque chose dont on parlait de plus en plus, parce que c'est vraiment du terre à terre. Et donc, vous aurez sur les tables, là, il y a plein de matériel de réduction des risques, parce que c'est très large, la réduction des risques. Donc, on va juste s'axer là sur les injections. Et enfin, pas que les injections, parce que dans les HSA, il y a autre chose. Mais donc, on va commencer avec Thomas sur le programme AERLI. Thomas qui travaille à Toulon, à AIDE, à l'association AIDE. Alors, je ne travaille pas à AIDE, je suis bénévole à AIDE, mais c'est pas très loin, ouais. Effectivement, je suis engagé à AIDE. Alors, je vais vous parler de 4 choses principales. Donc, je vais commencer par faire petite présentation de AIDE pour vous expliquer ce que c'est AIDE, ce que c'est les CARUD. J'avais prévu de parler vite fait de la réduction des risques. Ensuite, une deuxième partie pour parler un petit peu des HSA qu'on a mentionné déjà, les haltes soins addiction qui sont c'est le nom le plus récent de ce qu'on appelait avant les salles de consommation à moindre risque. Ensuite, je vais parler de l'intérêt à agir dans le cadre des CARUD et des HSA pour AIDE. Et dans une dernière partie, je vais parler un petit peu de comment est-ce qu'on parle des HSA aujourd'hui au grand public, quels sont les principaux axes de plaidoyer autour des HSA. Alors je disais d'abord, qu'est-ce que c'est l'association AIDE ? Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce que c'est AIDE. C'est une association, c'est une des plus anciennes et des plus importantes associations de lutte contre le VIH et les hépatites. Ça a été fondé en 1984. Donc début des années 80, c'est vraiment l'apparition du sida, la grosse catastrophe. Michel Foucault, donc un éminent philosophe, un des plus éminents du XXe siècle certainement, qui est une des premières personnalités françaises à mourir du sida en 1984, et son compagnon, Daniel Defer, un éminent sociologue, décide de fonder AIDE dans la foulée, sur le modèle de ce qui pouvait exister aux États-Unis ou en Angleterre, pour accompagner les patients malades. Et petit à petit, l'objet a évolué un petit peu pour lutter contre les nouvelles contaminations et pour faire du coup de la réduction des risques en prévention du VIH et des hépatites. Alors AIDE, c'est une association communautaire. Il y a un slogan qui est beaucoup utilisé à AIDE qui est « Rien pour nous sans nous ». Et l'idée, c'est vraiment que ce soit les personnes les plus concernées par le VIH et les hépatites qui gèrent cette association et qui prennent en main leur propre santé. Donc les personnes les plus vulnérables, ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les migrants, d'origine subsaharienne, les travailleuses et travailleurs du sexe, et ce qui nous intéresse aujourd'hui notamment, les consommateurs de produits psychoactifs, et en particulier par injection. Donc AIDE a une démarche communautaire et une approche globale en santé, ce qui fait que énormément de militants et aussi des salariés de AIDE sont eux-mêmes consommateurs, consommatrices de produits ou anciens consommateurs, consommatrices. Et ça permet d'avoir une vraie démarche communautaire sur les CARUD avec des gens qui sont capables de parler de leur propre vie, de leur propre retour d'expérience et ce genre de choses. J'ai le micro, j'ai l'impression qu'il a le son qui se déplace au fur et à mesure. Donc AIDE dans la région PACA, on porte en particulier 2 CARUD. CARUD, ce sont des centres d'accueil, d'accompagnement pour la réduction des risques sur l'usage de drogue. Globalement, ce sont des accueils de jour pour les personnes consommatrices de drogue et qui font de la réduction des risques. Donc, dans le cadre de l'accueil, on permet à un public qui est très majoritairement précaire d'avoir accès à un petit peu de nourriture, douche, lave-linge, sèche-linge, boissons chaudes, conversation, mais aussi pour la réduction des risques, un programme d'échange de seringues, un programme de distribution de matériel propre et très régulièrement des interventions de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, de gynécologues et ce genre de choses. Donc AIDE a une vraie légitimité, on porte une trentaine de CARUD à travers la France, donc 2 dans la région PACA, à Avignon et à Toulon.
Et Aide s'est très clairement positionné pour la défense des haltes soins addiction, ce que les médias aiment bien appeler traditionnellement les salles de shoot, mais qu'on évite d'appeler de ce nom-là, puisque c'est plutôt le nom qui est porté par les opposants. Oui, exactement. Donc les haltes soins addiction, aujourd'hui il en existe 2 en France. Il y en a une à Strasbourg portée par ITAC et une à Paris portée par Gaïa, qui sont toutes les 2 fédérées à la Fédération Addiction. Les haltes soins addiction, c'est du coup un dispositif qui a été mis en place à partir de 2016 avec la loi de modernisation du système de santé et qui a été une expérimentation qui a été prolongée une première fois, qui a été prolongée une deuxième fois, et actuellement il y a des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat pour savoir ce qu'on en fait. Aide et beaucoup d'autres associations sont clairement positionnées pour chercher à pérenniser le dispositif. Le gouvernement est plutôt favorable à prolonger une fois de plus l'expérimentation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et malheureusement, il y a beaucoup de projets de HSA à travers la France, notamment une dans la région PACA à Marseille, qui n'a pas pu voir le jour. Donc c'est ce dont Marianne va parler plus en détail par la suite. Donc quel est l'intérêt pour Aide de porter ces haltes soins addiction ? Donc, l'objet social de Aide, c'est vraiment la lutte contre le VIH et les hépatites. Aide a été une des structures qui a porté le dispositif ARLI. ARLI, c'est accompagnement, éducation et réduction des risques liés à l'injection. Donc l'ARLI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir des consommatrices et consommateurs et observer leurs pratiques d'injection et pouvoir leur dire ce qu'ils font bien, les pratiques qu'ils ont qui sont particulièrement à risque et observer concrètement et pouvoir leur donner des conseils pour réduire les risques au maximum. Par exemple, en termes de lieu d'injection sur leur corps, en termes de préparation des produits, en termes d'utilisation de seringues, etc. Donc les HSA, ça a été prouvé à plusieurs reprises, elles améliorent complètement l'état de santé global des personnes. Elles rapprochent du soin et elles permettent en particulier de toucher des usagers précaires que d'autres dispositifs de réduction des risques ne parviennent pas à toucher. C'était un petit peu l'exemple que je vous donnais à peine. Dans les cas rudes de Aide avec la démarche communautaire, on a beaucoup de publics qui viennent sur recommandation d'amis, qui sont parfois amis avec des personnes qui travaillent dans les cas rudes, et qui sont des gens qui ont peur des institutions, qui peuvent avoir des inquiétudes avec le fait de se rendre dans des hôpitaux ou d'aller voir des médecins, qui ont pu avoir des expériences très négatives par le passé. Et les dispositifs type cas rude ou halte soins addiction permettent vraiment de ramener ces personnes dans un parcours de soins et de réduire les risques. Donc je voudrais finir, je vais dépasser un tout petit peu, je vais essayer de ne pas dépasser beaucoup, donc je ne vais pas finir tout de suite. Mais alors, une des grosses questions qu'on se pose aujourd'hui à Aide, c'est comment est-ce qu'on parle des HSA, puisqu'il y a évidemment un énorme enjeu de santé publique, mais qui ne suffit plus aujourd'hui comme discours ni auprès des personnes qui prennent les décisions, les politiciens, ni auprès des médias, ni auprès du grand public. Il y a clairement de très gros enjeux aussi de dépenses de l'État, puisque l'État a principalement une vision comptable des choses, en tout cas c'est comme ça qu'il présente les choses. Et il y a aussi un énorme enjeu de tranquillité publique. Très récemment, Aide à Paris s'est vu imposer la fermeture d'un dispositif CARUD. Donc un lieu d'accueil pour les consommatrices et consommateurs de produits psychoactifs a dû être fermé parce que plusieurs personnes dans le voisinage se sont mises à faire des pétitions et à menacer les travailleuses et les travailleurs de ce CARUD. Et la préfecture a annoncé qu'elle ne pouvait plus assurer la sécurité des militantes et militants de Aide et des personnes accueillies. Donc le CARUD a fermé et depuis on observe que les consommations qui pouvaient avoir lieu dans le cadre du dispositif ARLI ou le programme d'échange de seringues qui avait lieu s'était complètement déplacé dans la rue et que ça a terriblement fait monter l'insécurité pour tout le monde, pour les consommatrices, pour les consommateurs et l'angoisse également des riverains.
C'est un problème qu'on rencontre aussi aujourd'hui très concrètement à Toulon. La RLI se faisait auparavant, il y avait une tolérance assez forte pour la RLI avec la consommation de produits réels. Depuis peu, l'ARS a interdit complètement la consommation de produits dans le cadre des CARUD avec les dispositifs ARLI. Et c'est une catastrophe. Y compris les produits légaux, puisque beaucoup de consommateurs utilisent des produits récupérés en pharmacie, des traitements de substitution aux opiacés. L'ARS n'autorise pas ça non plus. Donc tout le monde est extrêmement tendu. Beaucoup de consommations vont avoir lieu enfermées dans les toilettes à la place dans des conditions déplorables, ou dans la rue. Les gens sont très tendus, ils cherchent à consommer en vitesse avant de rentrer dans le CARUD, ou une fois qu'ils sont sortis du CARUD, devant les riverains, ce qui électrise absolument tout le monde et qui donne des conditions absolument déplorables. Alors qu'on sait que depuis 2016, dans les HSA de Paris et de Strasbourg, il y a eu 500 000 injections qui ont eu lieu à l'intérieur. Ce sont 500 000 injections qui n'ont pas eu lieu dans la rue. En termes de tranquillité publique, je pense que c'est très important de marteler que c'est très positif d'avoir des haltes soins addiction. Et je suis désolé, j'ai pas les chiffres en tête, mais du coup je vais finir avec ça parce que j'ai dépassé le temps. Mais j'ai pas les chiffres en tête, mais aussi en termes d'économie de santé publique, c'est aussi extrêmement intéressant pour pouvoir faire rentrer les gens dans les parcours de soins. Ça évite un nombre incalculable de décès, ça évite un nombre incalculable d'infections qui peuvent dégénérer, que ce soit des infections hépatite, VIH ou autre chose. Faire rentrer les gens dans les parcours de soins pour pouvoir les soigner tôt, ça évite d'avoir des traitements qui vont être extrêmement lourds pour des situations qui ont dégénéré. Et voilà. Super. Je vais m'arrêter là. Merci. Donc effectivement, on voit qu'en France, on est toujours très en avance. Les premières salles de consommation à moindre risque, elles ont été ouvertes en Suisse en 1986, il y a quelques temps. Il y en a grosso modo 140 dans le monde actuellement. Il y a des études qui montrent dans tous les pays où ça existe que c'est efficace effectivement sur tous ces points. En France, on est encore dans une expérimentation qui effectivement a encore été prolongée de 2 ans manifestement parce que voilà, nous sommes dans une impasse politique, semble-t-il. Mais voilà, on est dans une problématique qui n'est toujours pas réglée, alors que dans beaucoup de pays du monde, on a déjà beaucoup évolué. Marianne, sur HSA Marseille. HSA Marseille, à jamais les derniers, pour faire suite à ce que tu viens de dire, c'est l'un des slogans de notre collectif. Donc moi c'est Marianne, j'ai un peu une double casquette en fait, je fais partie du collectif Je dis oui à la HSA Marseille, qui a été créé suite à l'abandon du projet. Et donc je représente ici aujourd'hui, et il se trouve que par ailleurs j'ai aussi travaillé dans un cadre professionnel au montage du projet de la halte soins addiction de Marseille entre 2023 et 2024. D'où le fait que je connais un petit peu le sujet. Malgré ça, je ne suis pas du tout une professionnelle de la réduction des risques. Ce n'est pas mon métier à la base. Et donc, je demanderai aussi aux collègues et autres camarades de préciser ou corriger s'il y a quoi que ce soit que je dis qui est faux. Voilà. Donc, 2 objets ici, très rapidement, refaire un peu vous raconter un peu l'histoire de la trajectoire du projet de la HSA marseillaise et vous dire un peu où ça en est aujourd'hui et notre point de vue aussi de collectif de citoyens, citoyennes, je dis oui, sur comment faire avancer le sujet dans le débat public notamment. Donc la HSA marseillaise est un vieux projet, sûrement pas le seul en France qui est vieux, mais voilà, dès les années 95, le projet était dans les tuyaux, des experts, acteurs associatifs et élus ont commencé à se pencher sur le sujet, mais le cadre légal n'existait pas. En 2016, quand la loi d'expérimentation a été introduite, un projet a été tenté d'être relancé, mais le cadre politique, on va dire, n'était pas favorable. En 2019 également, il y a eu un mouvement qui s'est créé autour de l'association ASUD Marseillais, qui porte notamment un CARUD. Et l'ensemble des associations de la réduction des risques marseillais s'étaient accordées pour dire que ce serait ASUD Marseillais qui devrait porter le projet de salle de consommation à moindre risque à l'époque pour porter ce projet, parce que ASUD Marseillais est une association d'autosupport et il paraissait important que ce soit une association d'autosupport qui porte ce type de projet.
2019, il y a un projet qui a été monté, mais qui a capoté. Je passe vite. 2020, arrivée du printemps marseillais au conseil municipal de Marseille, qui avait inscrit dans son programme l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. Donc l'espoir était revenu, sauf que jusqu'en 2022, il ne s'était pas passé grand-chose. Et fin 2022, début 2023, les associations se sont dit, bon, maintenant il faut s'activer, il est temps, parce qu'il faudrait que cette HSA, donc entre-temps, c'est devenu les haltes sans addiction, ouvre d'ici 2024 pour que ce soit au moins un an avant la fin de la loi d'expérimentation et avant aussi la prochaine campagne électorale municipale. Donc ils ont décidé de réactiver le projet. Médecins du Monde a financé entre autres, Médecins du Monde a financé une mission d'appui à la préfiguration au montage de ce projet. Donc c'est la mission sur laquelle j'ai travaillé avec mon collègue Simon Lavabre du cabinet Bepitenco. Et donc on a accompagné ASUD et l'ensemble des acteurs réunis autour d'ASUD, autour d'un groupe de pilotage stratégique dans lequel il y a le bus 3132, Nouvelle Aube, Aide, Médecins du Monde, groupe SOS, Addiction Méditerranée, ainsi que la PHM, le CESTIM, Vers Marseille sans sida, sans hépatite, et je crois que j'oublie personne. Bref, et donc pendant 1 an et demi, on a bossé ensemble, des réunions toutes les semaines, montage de projets, réactivation des acteurs institutionnels, soutien grand public, lancement d'une tribune, le montage, le retravail du document de projet déposé auprès de l'ARS, surtout le déploiement opérationnel du dispositif, une campagne de soutien, ça je l'ai déjà dit, et travailler sur le déploiement. Et trouver un local. Bref, un jour, un local a été validé par le comité de pilotage. Donc rappelons que ces dispositifs, ils doivent être autorisés dans un premier temps par un comité de pilotage local co-présidé par le directeur de l'ARS, procureur de la République, préfet et maire de la ville. Et donc ce comité de pilotage a donné son accord le 3 octobre 2023 pour le 110 boulevard de la Libération dans le 4e arrondissement de Marseille. Donc ensuite, on a continué à travailler sur le déploiement opérationnel. On avait commencé à travailler sur l'aménagement intérieur. On avait mandaté un architecte. On travaillait avec les futurs usagers pour vraiment imaginer l'aménagement. Les recrutements avaient aussi été lancés. Le projet a été validé au côté ARS, etc. Une communication avait commencé, sauf que, oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce comité de pilotage, en validant le local, avait aussi demandé à ce que l'information ne soit pas communiquée dans un premier temps, publiquement. Voilà, je pense que là, c'est l'erreur première et majeure de tout ça, sauf que l'information n'a pas tardé à fuiter. 10 jours plus tard, l'information avait fuité, et donc les oppositions, les riverains, l'extrême droite, il y a eu du mouvement d'opposition qui a fait beaucoup de bruit. Les médias ont largement relayé ces discours d'opposition, et voilà, c'est devenu un énorme sujet dans les médias, la salle de shoot, etc. Voilà. Ensuite, j'essaie d'accélérer, mais on a néanmoins continué à travailler sur le projet, essayer de reprendre un peu la main sur la communication, notamment de proximité, mise en place d'un numéro vert, la tournée du quartier auprès des commerçants, des riverains, une ligne directe, mail, bref, une façon de faire de la médiation auprès de la population, de l'environnement, sachant que dans les HSA, il est prévu, évidemment, il y a toute une équipe de professionnels à l'intérieur des HSA, mais il y a aussi toute une équipe de professionnels qui intervient aux alentours pour faire de la médiation, à la fois avec les usagères potentiels pour les faire venir, les personnes concernées, mais aussi avec les riverains, l'entourage, etc. Voilà, sauf que en janvier 2024, un nouveau comité de pilotage s'est réuni. Alors nous, on était partis sur l'idée qu'il fallait de passer en mode comité opérationnel, aller de l'avant, les suites du projet, etc. Et ce jour-là, ce comité de pilotage a dit que finalement, l'adresse, le local n'était pas le bon endroit. Et donc, on suspend le projet, on arrête tout. Et voilà, le projet a été abandonné ce jour-là. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose en fait. Le projet, rien n'a avancé concernant le projet à Marseille. Trouver des locaux, donc là je prends plus ma casquette depuis
qu'est-ce qui s'est passé, mais le problème, c'est pas un problème de local. Trouver un endroit, c'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt un problème de localisation. Personne n'en veut dans son coin, personne n'en veut dans son arrondissement. Voilà. Et donc c'est là que le collectif Je dis oui s'est créé. Les raisons de cet échec, alors je ne vais pas faire une analyse hyper fine et sociologique de tout ça, mais quelques points quand même. Un premier point qui paraît quand même assez flagrant, c'est le manque de soutien politique sur ce projet. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu un soutien politique, on a une municipalité qui portait ce projet dans son programme. On a une élue, Michel Rubirola, à la santé, qui a porté sans relâche et qui porte encore ce projet, mais plus globalement, le soutien politique ne s'est pas fait entendre de façon hyper forte non plus. L'enjeu de la communication, la communication publique, institutionnelle, qui a été vraiment très mal gérée, pour la faire courte à ce moment-là. Des oppositions qui ont été extrêmement visibles, que les médias ont extrêmement relayées, et finalement des voix pour qu'on entendait beaucoup moins, plus difficilement. D'où ce collectif, donc j'y viens, collectif Je dis oui, qui est un collectif de citoyens, citoyennes. L'idée, c'est de faire la démonstration qu'on peut ne pas être pour, et donc on dit oui au HSA, d'où le nom, d'essayer d'être un peu plus visible, de porter un peu plus le sujet dans l'opinion publique, de sensibiliser, d'informer, de plaidoyer aussi auprès des politiques, et d'informer avant tout, parce que ce qu'on se rend compte la plupart du temps, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça aussi, c'est-à-dire que des personnes qui seraient un peu pas très favorables, ou qui auraient un regard un peu craintif sur une HSA, à partir du moment où on explique un tout petit peu de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, quel est le cadre qui le permet, etc. Honnêtement, j'ai pas de pourcentage à donner, mais la plupart des gens sont pour. Alors après, il y aura toujours des opposants, il y aura toujours des gens réfractaires, il y aura toujours des gens pour dire mais non, on parlait du regard porté sur les consommateurs, les consommatrices, on parlait de tout ça. Bon, il y aura toujours des gens réfractaires. Nous, on a entendu des choses, mais vraiment horribles dans ces réunions d'information publique, du type mais à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer, de combien vous allez augmenter leur espérance de vie à ces gens-là. Bon, ben voilà, nous, on n'est pas du tout d'accord pour ce genre de discours-là. Je pense qu'on est nombreux comme ça ici. On est sur une question de justice sociale, de dignité humaine, et tout le monde a droit à du soin, à de l'accompagnement. Et les HSA, c'est une porte d'entrée vers le soin. Et voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Donc nous, collectif, on essaye de parler au grand public. On organise un peu des événements, des actions. Par exemple, il y a cette BD qui a été faite par Mathlete dans le cadre d'un projet avec Médecins du Monde, qui raconte l'intérieur de la salle de conso de Paris, qui montre ce que c'est, qui parle au grand public, qui pose les questions que tout un chacune peut se poser, et apporte beaucoup de réponses. Donc on a eu la chance de pouvoir organiser un événement en sa présence pour toucher le grand public. On a aussi lancé une tribune qu'on a voulu transpartisane, et pour montrer encore une fois que différents bords politiques, différents acteurs associatifs, culturels, économiques pouvaient être favorables. Donc ça avait été assez intéressant. Et voilà, et le combat continue, parce que aujourd'hui, donc à Marseille, de toute façon, on est aussi dépendant du cadre légal. Pour l'instant, ce qui est dans les tuyaux, c'est la poursuite de l'expérimentation, qu'on peut aussi appeler un sursis de 2 ans pour les 2 salles de Paris et de Strasbourg. Et pour l'instant, l'horizon n'est pas hyper favorable, mais on continue à se battre. Voilà, merci pour l'invitation. Merci pour ce plaidoyer qui vous a tout expliqué, je pense. On nous avait demandé d'esquisser ce qui se passait sur le Vaucluse comme intervenants médicaux. Donc, il y a sur Avignon, il y a 2 XAPA, donc un qui est à Saint-Ruf et l'autre qui est route de Marseille. Il y a 2 CARUD, un qui est donc au XAPA route à Saint-Ruf, et le XAPA de Aide, qui est rue du Portail Magnanin. Il y a un service d'addictologie à l'hôpital de Montfavet, qui comprend des consultations qui se passent à l'hôpital d'Avignon, plus un centre de soins qui correspond grosso modo à un XAPA qui s'appelle le centre Guillaume Broutet, qui est à Saint-Ruf, enfin avenue Saint-Ruf aussi.
Et dans le cadre du service d'addicto de l'hôpital de Montfavet, il y a aussi un SMRA, un service médical de réadaptation, je ne sais jamais comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, addictologie, donc c'est après avoir fait une cure de sevrage hospitalière ou pas hospitalière, 5 semaines de répit, grosso modo. Et puis après, dans le reste du département, il n'y avait rien. Il y a des ELSA, donc des équipes de liaison et de soins en addictologie dans les hôpitaux de Carpentras, mais il n'y a ni médecin ni infirmière. Il y a un à Cavaillon, mais il y a juste une infirmière. Et à Orange, il y a par contre toute une équipe qui tourne bien, et il y a à Apt des consultations d'addictologie, mais il n'y a pas de médecin. Donc il y a pas mal de structures, mais malheureusement, il manque aussi pas mal de personnel dedans. Et donc, du coup, les XAPA se sont un petit peu diffusés, je dirais, sur des équipes mobiles et ce qu'on appelle des microstructures à Cavaillon et à Carpentras, et aussi avec des consultations à Apt. Voilà, donc il y a un espèce de maillage qu'on a essayé de faire. Ça, c'est les structures qui interviennent en consultation. Et puis donc, il y a un réseau de coordination pour essayer de coordonner les autres médecins et infirmiers qui n'ont pas beaucoup d'habitude sur les addictions, mais de manière à avoir un soutien à leur rencontre et auprès des personnes addictes. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Il y en a une là. Il y a Fabrice aussi. On va en prendre 2 ou 3 et puis on répond. On fait comme... C'était un petit complément par rapport à la situation marseillaise. Du coup, la section LDH a soutenu du coup, le collectif Je dis oui. On s'est impliqué là-dedans parce que on est frappé de plein fouet par toutes les problématiques liées à la prohibition à Marseille. On est victime de la prohibition, finalement. Peut-être plus que du trafic. Enfin, je pense qu'il faut peut-être qu'on pose les mots dans ce sens-là. Voilà, la France, comme Marseille, est victime de la prohibition, plus que du trafic. Et donc, on s'est engagé là aux côtés du collectif Je dis oui. Et ce collectif a monté une super manifestation où, en fait, au départ, l'idée de la banderole, c'était tous toxicos. On l'a un peu modifié, c'est devenu tous consommateurs. C'était un peu plus, voilà. Mais en fait, avec cette revendication d'égalité des droits des consommateurs, finalement, parce qu'en fait, en tant que consommateur d'alcool, je peux accéder à un lieu de consommation à moindre risque, qui est une terrasse de café, pour boire ma bière tranquillement le soir, voilà, ou l'après-midi quand j'ai envie, même le matin, même à 8h, même à côté d'une école. Et donc, il y avait un peu essayé de porter ce discours-là, qui était de dire nous sommes tous des consommateurs de produits. Il y en a qui sont légaux, il y en a qui ne sont pas légaux, il y en a qui sont sur ordonnance, il y en a qui sont sans ordonnance, et c'est l'égalité des droits. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, peut-être de retournement de discours, et peut-être on a amorcé un petit truc. Moi, j'étais très content de participer à ce collectif qui regroupait des usagers, des professionnels accompagnants, des acteurs associatifs. Donc on a descendu la Canebière avec une banderole, tous consommateurs, et on est arrivé devant la mairie de Marseille, sous les fenêtres du maire, pour dire oui, la HSA, oui à la HSA, nous avons droit à des endroits de consommation à moindre risque. Donc c'était une très belle action, et je remercie le collectif Je dis oui. Je suis très content qu'on ait participé à ça. J'avais une petite question, mais c'est aussi une réflexion personnelle, un désarroi. Parce que là, donc, on parle de la consommation, et donc le passage, tu l'as bien expliqué dans ton introduction, Olive, je crois, le bon consommateur, le malade, etc. Mais c'est vrai que on est tous confrontés dans nos milieux sociaux, dans nos proches, des gens qui consomment de la drogue comme nous ou pas, ou de la drogue légale, pas légale, etc. Et qui dérapent. Et en fait, dans l'accompagnement, dans le soin, moi j'entends l'autosupport, l'accompagnement, tout ça, mais je remarque aussi le glissement. C'est-à-dire que, on a quand même beaucoup de gens qui sont dans des dynamiques mortifères de consommation. Et moi, comme beaucoup de gens, je pense que je suis désemparé. Alors, heureusement, je suis à la Ligue, du coup, je suis armé pour réfléchir et sortir, prendre du recul. Mais en fait, ça fait peur quand on voit nos proches tomber. Et après, pour les gens qui sont peut-être moins accompagnés ou moins engagés dans des associations militantes qui nous permettent de prendre du recul, en
fait, c'est terrorisant. Et donc, moi, j'habite à 50 mètres, 30 mètres de la salle à consommation moindre risque avortée de Marseille. Et c'était la guerre civile dans le quartier. Là, ce que je racontais à Marianne dans la voiture, le seul fait de ne pas être contre, j'étais interpellé et attaqué, parce que j'étais pas contre. Voilà, donc, la question, c'est comment est-ce qu'on réagit à cette, l'accompagnement, quand on voit les proches, après c'est une question un peu bête, mais c'est une interpellation plus qu'une question. La drogue, nous désempare aussi parce que ce qu'elle produit sur les gens quand on n'arrive plus à gérer la consommation. Merci. En fait, moi, je suis particulièrement touché par cette table ronde parce que la réduction des risques, c'est mon identité à la fois personnelle et professionnelle, au-delà de la racisation dont j'ai parlé ce matin. Mais moi, ce qui m'interpelle en ce moment, c'est une espèce de constat d'échec politique du message de la réduction des risques pour transformer la question légale, qui était quand même l'objet principal de mon engagement dans ce secteur qui est ensuite devenu un métier. Mais au départ, l'idée était bien de réussir à changer ce qui est en train de changer un peu partout dans le monde. C'est ce que j'ai essayé de dire ce matin. Alors, j'ai une interrogation sur l'inefficacité de nos messages, qui sont quand même, vous l'avez dit là, de manière, je trouve, relativement brillante et claire, qui sont des messages de vérité, de rationalité. Mon ami Anne Coppel avait déjà l'habitude de dire que dire la vérité ne sert à rien. Et elle disait ça déjà il y a un certain temps. Comme si, dans ce domaine particulier des drogues, dit aujourd'hui addiction, les chiffres, la vérité, le bon sens, tout ça, finalement, n'est pas opératoire. Mais c'est vrai que je vous le formule globalement comme une question, parce que, et je terminerai juste par ça, c'est un constat d'échec et c'est un constat de recul. C'est un constat de retour en arrière. On a parlé ce matin beaucoup de la question du narcotrafic qui prend la place, mais c'est vrai que la réduction des risques et la dictologie est absolument inaudible. On parlait du représentant de la Mildeka à table. On a eu quand même des grandes figures. Vous avez parlé de Nicole Maestracchi, l'ancêtre de la Mildeka, qui était une figure audible, en tout cas, qui a même été sans doute la plus audible en matière de communiquer avec la société. Moi, je vais terminer par une citation de Madame Agresti-Roubache, puisque je pense que dans le fait qu'il n'y ait pas eu de suite, elle s'est vantée à la radio d'être, c'est une ancienne ministre de la ville, pour ceux qui l'ont oublié, qui est marseillaise d'origine, qui se présente comme une élue des quartiers en plus, donc qui joue la carte de la discrimination et qui a prononcé cette phrase historique, donner une seringue stérile n'est pas faire de la prévention, c'est-à-dire elle est revenue 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, au moment où effectivement la réduction des risques était combattue. Donc cet échec politique, j'ai essayé d'en parler un peu ce matin, et donc je vous adresse le truc collectivement. Peut-être que nos arguments compassionnels ne sont pas opératoires pour changer les représentations et donc pour changer la loi. Il y a aussi une question via l'informatique. Oui, il y a une question. Donc voilà, c'est bonjour, la réduction des risques en prison, c'est pour quand ? Ensuite, j'en parle, la même personne, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été détenue et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose alors que les substances sont bien présentes. Shit, coke, héros et même le sniff de tramadol. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui a répondu, de LDH. La LDH doit rencontrer la défenseuse des droits sur cette question. Au niveau gouvernemental, toujours des beaux discours, mais sur le terrain, ça n'avance pas. La rencontre est prévue en décembre. Est-ce
Du coup, je vais répondre en fait sur les entourages et en fait parce qu'en fait c'est une mission d'Exapa qui est rarement mise en avant, mais en fait l'Exapa en fait ont rôle d'information et de soutien aussi des entourages de personnes consommatrices par rapport à ce que tu disais sur quelquefois en effet quand on est un conjoint, une conjointe, un parent et qu'on voit, on va dire qu'il y a une perte de contrôle qui n'arrive pas à chaque fois, mais quand il y a une perte de contrôle, ça peut être véritablement terrorisant. Et donc voilà, ça fait partie du rôle d'Exapa et il y a possibilité de consulter dans un Exapa pour être soutenu pour sa propre détresse, si tant est qu'un. Voilà. Juste une petite remarque sur si le message passe pas sur le plan politique, comment on peut le faire passer. Je pense que c'est aussi par le grand public. Il y a ce regard sur l'usager qui est complètement fantasmé. Et je vois qu'il m'arrive de temps en temps d'intervenir et que les gens disent « Ah, on voit le problème différemment. Hein, on rappelle l'humanité de l'individu. » Et je pense qu'il faut que ce message, il diffuse, hein, que tous, on rappelle que c'est un homme, une femme en souffrance. Et je pense que c'est comme ça que le regard changera et que peut-être ça remontera, puisque d'en haut, ça passe pas, il faut que ça parte par en bas, quoi. Oui. Même chose, du coup, pour votre remarque sur le constat d'échec. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, pour deux choses en particulier. D'abord, je pense qu'il y a deux échelles sur lesquelles il faut qu'on regarde. Effectivement, l'aspect plus grand public ou dans les médias. C'est quelque chose dont je parlais avec Marianne juste ce midi, en fait. Qu'effectivement, il y a des moments où on prend vraiment des coups durs, en fait, dans la promotion de la réduction des risques, la lutte pour les droits des consommateurs et consommatrices de produits. Mais il y a des petits changements qui ont lieu petit à petit. Pour l'exemple de la HSA à Marseille, effectivement, les premières personnes à avoir été très vocales, c'était les opposants. Mais en réalité, on peut aussi, ça demande plus d'efforts, puisque les gens, généralement, ils arrivent mieux à manifester contre qu'à manifester pour. Mais on arrive à réunir des gens qui vont être soit indifférents ou qui, petit à petit, vont manifester leur soutien pour ce genre de structure. Pendant très, très longtemps aussi, les médias parlaient uniquement de salles de shoot. Et petit à petit, on voit une petite modification dans la manière dont les médias traitent de ce genre de questions. Alors, ils ne parlent pas forcément des termes que nous, en tant que militants, on souhaiterait qu'ils utilisent, comme halte soins addiction, mais ne serait-ce que s'ils parlent de consommation moindre risque ou ce genre de choses, c'est déjà un progrès et je pense qu'il ne faut pas du tout négliger ces petits pas de fourmi, en fait, mais qui vont dans la bonne direction. Et la deuxième chose, c'est donc pas sur le grand public cette fois, mais plus au niveau des décisionnaires politiques. Il y a réellement des choses à faire. Et alors moi, j'ai discuté de ça beaucoup avec le siège de Aide juste hier. Donc Aide a l'avantage d'être une très grosse structure nationale, qui a notamment ses entrées dans les ministères, qui a des contacts avec les parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Et ces jours-ci qu'il y a justement le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est voté, Aide et plusieurs autres associations se sont répartis les tâches pour aller au contact maximum des politiciens, pour chercher à faire pencher la balance dans le sens que les associations souhaitent défendre. Et je pense qu'il y a des vrais ressorts à faire là-dessus. Donc moi, l'exemple dont on m'a parlé hier, c'était au niveau national. Je pense qu'il faut qu'on cherche au maximum à créer des liens dans les conseils municipaux. Il y a aujourd'hui dans les parlementaires aussi qui se font élire dans des circonscriptions locales et qui ont besoin de venir en campagne régulièrement, y compris dans les oppositions des conseils municipaux aussi, ce genre de choses. Je pense qu'il y a un vrai ressort à faire là-dessus et dont il faut qu'on s'empare vraiment. Il y a aussi, dans mon exemple à Toulon, il y a plusieurs associations qui se réunissent pour aller voir la préfecture ou l'ARS une fois tous les 3 mois et qui parlent des sujets les plus brûlants au préfet ou au directeur de l'ARS. Je pense qu'il y a vraiment des choses dont il faut qu'on s'empare davantage et sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble en tant qu'association pour avoir plus de pouvoir politique concret sur ce type de questions. Ouais, très rapidement par rapport à certains points. Sur la question de la communication, pour changer les représentations, je pense que c'est un travail de longue haleine, très, très, très longue haleine, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'aller voir aussi d'autres structures, parce qu'on essaie de faire c'est pour ça qu'on se dit citoyens, citoyennes, de sortir
du milieu socio-sanitaire et d'aller plus vers d'autres structures. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi des structures qui viennent vers nous, des collectifs, par exemple les collectifs Belzins, qui est un quartier de Marseille pas mal concerné par la conso, qui sont venus nous voir en disant écoutez, nous on ne comprend pas très bien... est-ce que vous pouvez nous parler des HSA, etc. Et donc ça c'est intéressant, ça permet d'ouvrir, de discuter avec d'autres personnes. La LDH aussi est venue vers nous et merci parce que c'est un super soutien et ça donne des billets aussi. Et justement par rapport à ce que tu disais Nicolas, cette journée à laquelle on a participé alors, avec plein d'autres associations, collectifs, qui est le 26 juin, en fait c'est la journée support Don't Punish et c'est vraiment dans le thème de cette journée aussi parce que c'est la journée internationale de lutte contre les politiques de drogue répressives et sécuritaires. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là, avec l'année dernière, l'idée de s'ouvrir encore une fois le maximum au grand public. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est il y a un autre levier, on verra ce que ça donne, mais Médecins du Monde, avec des partenaires dont la LDH, a déposé un recours contre l'État pour inaction, alors j'ai peut-être pas les termes légaux exacts, mais certains pourront corriger, sur les HSA, en fait, pour non-application de la loi, de ne pas avoir permis l'ouverture de nouvelles HSA et pour avoir stoppé le projet de la HSA marseillaise. Voilà, donc c'est aussi une forme de recours législatif. Voilà, sinon, c'est vrai que les HSA qui existent, les habitants autour ne s'en plaignent pas vraiment actuellement. Hein, il faut le dire quand même, qu'il n'y a pas de remous important sur les HSA qui existent. Ensuite, sur les représentations et sur les évolutions, moi j'ai un bémol, à savoir que, enfin un bémol qui va dans ton sens, à savoir que les médecins, autres que les addictologues, considèrent quand même que les addictologues sont un peu des extraterrestres. D'accompagner comme ça des gens sur des consommations alors qu'on sait qu'ils vont se faire du mal et compagnie, je veux dire, on est quand même pris un petit peu pour des hurluberlus par le monde médical, que ce soit le monde médical somatique ou le monde médical psychiatrique. Donc l'évolution est quand même compliquée effectivement dans les représentations, alors qu'on leur montre qu'on arrive, grâce à la prise en charge addicto, à ce qu'ils soignent leur VIH, à ce qu'ils soignent leurs hépatites, à ce qu'ils soignent leur cœur. Mais à côté de ça, effectivement, c'est quand même une espèce de spécialité qui n'en est pas une, mais qui est mise un peu de côté. Pour ce qui est des prisons, il y a effectivement, officiellement, pas de produits en prison. Donc s'il n'y a pas de produits en prison, pourquoi est-ce qu'on ferait de la réduction des risques alors qu'il n'y a pas de produits ? Tout le monde sait qu'il y a des produits en prison, tout le monde sait qu'il y a des injections en prison, tout le monde sait qu'il y a des... parce qu'on se bidouille un stylo, parce qu'on se fait rentrer une... Mais voilà, c'est un problème, effectivement. Je pense que la défenseuse des droits est tout à fait... Et après, il y a des médecins qui interviennent en prison, qui... Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Dominique, mais... Alors, on va prendre encore, il y a 3 interventions les plus rapides possibles parce qu'après on va dépasser l'heure. Oui, merci. Rapidement, c'était pour dire qu'en réduction des risques, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi toutes les interventions en milieu festif qui existent. Et les acteurs de réduction des risques font un travail du coup sur des lieux de consommation auprès de personnes qui sont en plus des fois au début de l'usage. Donc il y a un aspect éducatif qui est très important. Et le grand paradoxe, c'est que c'est dans les free parties où il y a le plus de services de réduction de risques qui sont développés. Et c'est le milieu festif qui est le plus réprimé, tandis que les milieux les plus mainstream, en fait, ferment les yeux ou n'acceptent pas ça. Donc en fait, il y a cette réalité fait que malgré la loi, et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, je vais reformuler des choses que vous avez dites, on ne combattra pas la prohibition si on ne combat pas la toxicophobie ou la narcophobie, c'est-à-dire le stigmate que subissent les consommateurs ou les consommatrices. Il faut attaquer les deux de front parce que sinon c'est complètement intégré par les consommateurs et consommatrices eux-mêmes, en fait, que se dire ça fait partie du jeu de se faire choper, d'avoir affaire à, voilà. Et l'autre remarque que je voulais dire, c'est que moi je suis aussi un acteur de la RDR, professionnel là-dedans depuis une vingtaine d'années, et j'avais été au début de ma carrière marqué par une intervention de Nicolas Carrier, qui est un professeur de criminologie canadien, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique de la stupéfaction, où il explique que prévention, soins et réduction des risques, en fait, ne font que renforcer la prohibition. Et il annonçait ça parce qu'on met l'accent sur le risque, le danger, et que tant qu'on parle de ça et qu'on met ça en avant, on ne sortira pas de la prohibition. Alors moi, j'étais
choqué par son propos parce que je venais de rentrer dans ce milieu en tant que professionnel. Mais aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, je me rends compte qu'il avait raison et que si la RDR doit être des alliés, ce n'est pas forcément la porte d'entrée qui va permettre de faire changer l'opinion publique de ce stigmate. Donc il faut qu'on arrive à œuvrer ensemble et voilà, je suis très content que la Ligue des droits de l'homme puisse servir aussi à ouvrir, étendre le débat là-dessus. Et ça fait quoi ce que disait Bénédicte ce matin sur le discours trop sanitaire parfois sur les drogues. Donc voilà, là aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez faire relativement court, c'est vraiment très bien. Bonjour, je suis animateur dans l'éducation populaire depuis... mes observations ont mis en avant le fait que, étant élevé dans les banlieues à Marseille, je suis issu de Marseille, je me suis aperçu que en fait, j'avais le bras d'honneur. C'est un exemple personnel que je vais mettre en avant sur le fait qu'autour de moi, il y avait tout ce qu'il fallait pour que je parte en live. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'étais mis avec des valeurs où on ne pouvait pas m'atteindre. Et donc, je fais en sorte lorsque je discute avec les enfants, de faire en sorte qu'ils prennent bien soin d'eux. C'est-à-dire, en amont, il me semble qu'il n'y a pas la politique de mettre un individu bien avec lui-même, de faire en sorte qu'il s'aime complètement, qu'il est dans le respect de lui, de façon à ce que tout ce qu'on peut lui proposer qui vont dégénérer son ADN puisse justement ne pas avoir lieu. Donc, il n'y a pas de politique qui met en avant le fait de dire en amont, on va développer la dynamique de l'amour de soi dans les écoles. Moi, j'ai ma fille qui est institutrice, et il y a un constat qui, dans le scolaire, on n'enseigne pas le fait d'être bien avec soi-même, qui fait que, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas en amont à faire quelque chose qui, justement, parce que là, on est dans la pathologie sociétale à tous les niveaux. Moi, j'assiste beaucoup à des débats à l'Utopia, ici à Avignon. On est tout le temps en train de dire qu'est-ce qu'on va faire et tout, etc. On est dans la pathologie. Et en médecine, il vaut mieux prévenir que de guérir. En politique, on devrait faire la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Troisième personne. Il y avait Nathalie. Oui, merci. Simplement pour répondre en 2 mots sur la question de la réduction des risques en prison. C'est une vraie problématique et effectivement on observe que le taux de prévalence notamment du HIV et de l'hépatite en prison est 10 fois plus élevé qu'à l'extérieur en réalité. La RDR en prison, c'est un droit, c'est la loi, ça l'est depuis 2016 notamment. Alors il y a eu un certain nombre de débats pour savoir s'il était nécessaire de mettre en place ou pas un décret d'application pour des modalités particulières. Un certain nombre d'associations ont notamment attaqué l'État en justice à ce titre-là. Il a été donc tranché par le Conseil d'État que non, ce n'était pas nécessaire, la loi s'appliquait immédiatement en prison. Donc effectivement, c'est une nécessité. Cependant, en prison, on fait face à des difficultés qui sont un petit peu particulières dans la réduction des risques. Notamment, en fait, l'administration pénitentiaire a toujours la crainte de risques de sécurité en raison de l'usage des seringues qui pourraient être utilisées comme des armes. Le risque également, de leur point de vue en tout cas, répandre l'idée selon laquelle ils encourageraient le développement de l'usage de drogue. Et puis on a une très forte stigmatisation des consommateurs. Donc la volonté notamment de la LDH, mais pas du tout uniquement du CNPD dans son ensemble, également de l'OIP qui travaille sur ces questions-là, c'est de faire en sorte que ça puisse être appliqué en prison, également que les sanctions disciplinaires ne soient pas prononcées lorsque précisément un détenu va faire un usage de la drogue, parce que c'est précisément un de ces risques. La drogue également, il y a certains lieux de consommation. Et donc pour les détenus, c'est dans leurs cellules. C'est donc également la possibilité d'avoir ces outils de RDR en cellule. Et ça enfin bien sûr que cela puisse être fait de manière confidentielle pour éviter cette stigmatisation. Donc effectivement, la LDH a rendez-vous avec la CGLPL, pas que nous, me dit Nathalie.
Non, on est à plusieurs quand même. Il y a Aide, il y a Fédération Diction, il y a le syndicat de la magistrature. On est plusieurs. Enfin, on est très nombreux en fait à agir ensemble. Donc, on a rendez-vous avec la Défenseure des droits et après, ce sera la CGLPL, donc la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Mais de toute façon, on a vraiment agi. Les sections ont envoyé une lettre type et ça aboutit à des questions parlementaires. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment porter parce que c'est de la pure idéologie. La question de sécurité, lorsqu'il s'agit de diabète, il y a aussi des seringues. Hein. Et puis, en Espagne, on a ça existe, la réduction des risques en prison, donc on essaye aussi. Et là, actuellement, c'est juste du cas par cas. C'est pour ça qu'on essaye de faire du plaidoyer, pour que ce soit au niveau étatique et que ce soit le ministère qui le fasse et pas au cas par cas, parce qu'il y a quelques prisons qui le font, mais on va s'épuiser en fait. Mais quand on voit que l'idéologie actuellement, c'est également pas de loisirs en prison, on se rend bien compte que... Enfin, on est à des années-lumière. Là, c'est aussi toute la stigmatisation sur les prisonniers, au-delà de la question de la stigmatisation des consommateurs de drogue. Donc, moi, je voulais aussi rebondir sur la question de festif, parce que c'est aussi la question de l'occupation de l'espace public. Il y a de moins en moins l'idée que l'occupation de l'espace public, c'est la liberté avant tout. En démocratie, c'est ça, hein, c'est la liberté. J'ai parlé ce matin des caméras de vidéosurveillance, mais on voit bien que également la question des fêtes dans l'espace public, c'est tellement maintenant stigmatisé et réprimé par les pouvoirs publics que je veux vous poser la question, parce que je sais que dans l'Hérault, c'est vraiment quelque chose qui est très réprimé. Mais je pose la question, est-ce qu'on constate également que la réduction des risques ne peut plus intervenir sur les lieux festifs, puisque c'est le cas dans l'Hérault, du fait de cet engrenage répressif contre les rave-parties. Il peut y avoir, le temps que vous réfléchissiez, dernière question. Ah ouais, alors là, moi, super je ne suis plus responsable du temps. Ouais, voilà, pour ça, on va faire très rapidement. Très rapidement, une question sur l'étude statistique qu'on a vue tout à l'heure, parce que je la trouvais très intéressante, sur l'impact sur nous et l'impact sur les autres. Est-ce que dans les critères, c'est que des impacts physiques, c'est-à-dire l'accident que je peux commettre parce que je suis alcoolisé, ou est-ce que derrière, il y a l'impact social, c'est-à-dire, je m'exprime, j'ai vu le cannabis très bas, et pourtant on a de la déscolarisation d'enfants qui est effectivement sur l'espace public et qui surveille. Est-ce que ça, par exemple, c'est pris en compte dans le danger qu'on commet à autrui ? D'abord, sur le cannabis, alors il y avait des paramètres qui sont un peu impersonnels. Il y avait par exemple les dégâts faits à autrui, c'était le mal-être, enfin on l'a vu tout à l'heure sur la sensation de perte de qualité de vie, enfin des choses comme ça. Et donc il y avait plein de paramètres non objectifs, hein, donc, qui intervenaient aussi, hein, et qui peuvent évoluer selon les études. C'est une étude qui était en 2010. Les critères peuvent aussi évoluer dans ces années maintenant. Enfin, on n'a pas le même recul. On peut retrouver, je n'ai pas exactement sur le cannabis, les caractères, les paramètres, je ne peux pas vous dire. Eh bien, merci.